Bienvenue à toutes et tous pour cet Afterwork digital. Donc, en tout cas, Afterwork pour la fin de journée. Donc, ceux qui nous connaissent savent qu'on aime partager des moments de convivialité dans nos locaux au sein de la rédaction. Donc, ceux qui ne nous connaissent pas encore, j'espère, auront un jour envie de venir nous rejoindre. On a organisé cette session en partenariat avec Nomination. Donc, pour prolonger un peu les travaux qui ont été partagés avec Nomination autour de deux guides dont Alban va nous parler. D'ailleurs, sans plus attendre, je vais quand même remercier en préalable tous nos invités et intervenants. Merci à vous d'être là, à l'autre côté de l'écran. J'ai partagé une expression, on peut faire un petit tour d'écran pour remercier tous nos invités. Donc, c'est plus des tours de table, c'est des tours d'écran maintenant. Donc, encore merci à Catherine Croisier, qui nous suit, qui nous a presque vu naître au sein d'Aliency, qui présentera un peu ses activités en tant que DSI au sein d'ETI et de belles ETI aujourd'hui. Merci Olivier Dersch. On a aussi quelques témoignages qui vont s'articuler autour de la soirée. Olivier Lafosse qui est DSI adjoint au sein de l'INRAE. On aura Guy Mamoumani aussi qui va intervenir, Artus Guyard également aussi. Donc, et tout ça pour vous dire qu'il faut n'hésiter surtout pas à m'interpeller, à me solliciter à travers le chat ou en message. Si vous voulez réagir, on pourra vous faire intervenir avec la caméra ouverte ou pas, si vous le souhaitez. Donc, en tout cas, ça permettra de créer un peu d'interaction et de convivialité. Donc, on va essayer de systématiser des prises de parole si vous le souhaitez, en tout cas en visio. L'idée aussi, à travers cet échange, alors on est ensemble jusqu'à 19h, montre en main, 19h05. Donc, ceux qui me connaissent savent que ma mission est de faire respecter le temps. Donc je m'excuse d'avance si je vous fais accélérer dans vos interventions, mais on a un trinôme d'animation ce soir avec Alban et Dorian, donc on devrait s'en sortir. Et surtout, en fin de session, si vous le souhaitez rester un peu avec nous, on y fera les caméras de ceux qui le souhaitent aussi, qu'on puisse se partager de manière un peu plus interactive aussi vos réactions et prolonger les échanges. Voilà, je pense rien avoir oublié. Donc, on va vous pousser aussi quelques sondages au cours de la session. Donc, n'hésitez pas à interagir. On se servira de vos réponses pour animer le débat. Voilà. J'étais un petit peu long, mais c'était pour faire patienter que tout le monde arrive. Donc, on est une cinquantaine présents en visio. Donc, merci à tous. Donc, et puis, Alban, merci d'avoir joué le jeu avec nous pour. Merci Sylvain. Bonsoir à tous. Donc, je pense, voilà. Alors, oui, je vais lancer ce mot de bienvenue, c'est fait. Alban, sur la bienvenue, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je voulais juste me présenter. En fait, moi, je m'appelle Alban Sagnol. Je travaille en effet pour Nomination et Sylvain m'a invité à participer à cette soirée parce que, en ce qui me concerne, mon rôle chez Nomination, c'est de m'occuper de nos clients et de nos prospects qui sont des ESN. En fait, j'ai un périmètre un peu plus large, mais notamment, j'ai une prérogative un peu plus spécifique sur les ESN. Et donc, à ce titre-là, en fait, j'interviens un petit peu avec une posture d'observateur à ce débat. Super, merci. Catherine, pour en profiter, on va peut-être compléter ta présentation. Encore une fois, te remercier d'être avec nous ce soir. Avec plaisir. Alors, dis-nous qui tu es, Catherine. Oh, je suis une DSI qui est plutôt spécialisée dans les ETI et qui a fait aussi beaucoup de management de transition. Et aujourd'hui, j'ai pris la direction de projet du groupe Loxam, direction des projets et des applications business. Voilà. Donc, merci encore d'être avec nous. Olivier, merci d'être avec nous. Bienvenue. D'accord, alors deux mots, Olivier Dersch. Moi, j'ai été le CTO global de plusieurs grands groupes du CAC 40 et puis après avoir une longue carrière de salarié, j'ai décidé de devenir consultant. Donc, je fais du management de transition et je conseille. Et je conseille des deux côtés. Je conseille les end-users et les ESN. Merci, Olivier. Alban, effectivement, on a organisé cette session ensemble. Je te propose de prendre la parole.
Ouais, exactement. Alors du Je n'ai coup, pas présenté Dorian, mais on le présentera après, mais tout le monde connaît Dorian, excuse-moi. Mais... Il n'y a pas de problème. On va laisser Alban effectivement nous dire pourquoi on jugeait intéressant de parler de ce thème de la relation ESN et DSI ce soir en 2020 par rapport à ce que tu as affiché à l'écran et qui sont nos coproductions. Exactement. Donc, du coup, vous connaissez tous Alliancy. Alliancy, c'est un média de référence sur le numérique et les enjeux business. De mon côté, je vous donne juste un mot de ce qu'on fait chez Nomination. Je ne sais pas si vous nous connaissez. En fait, notre métier, c'est de produire de l'information sur les décideurs dans un certain nombre d'organisations. En fait, on s'intéresse aux entreprises qui emploient plus de 50 personnes. Et en fait, la finalité de tout ça, c'est d'aider des entreprises à alimenter leurs actions marketing, leurs actions commerciales et aussi leur CRM. Et donc, en fait, on propose cette donnée sous différentes formes. L'idée, vous l'avez compris, c'est d'accompagner donc plutôt le développement des sociétés. Il nous a paru assez naturel de nous associer à Alliancy cette année et puis au cours de ce webinaire sur la manière dont on pourrait éclairer un certain nombre de thématiques qui ont un lien avec la relation entre les ESN et les DSI. Alliancy, en sa qualité de média, qui a une audience formidable auprès de décideurs IT, une connaissance intime des enjeux du secteur. Et puis nous, chez Nomination, en fait, on entretient une connaissance assez précise de cette population DSI, d'un côté. Et d'autre part, on a aussi des relations assez fortes avec certaines ESN que j'accompagne moi, donc de toute taille, grâce aux solutions qu'on met à leur disposition. Cette année, il s'est passé plusieurs choses. La première, c'est qu'on a coédité 2 publications. Donc la première, avec Alliancy, donc la première, c'est une publication sur les DSI, et la seconde, c'est une publication sur le couple DSI-ESN. Donc la première, en fait, elle s'inscrit dans une collection de portraits de décideurs qu'on produit chez Nomination. L'objectif étant d'aider les services marketing et les services commerciaux à mieux appréhender les personas de leurs clients et à construire leur stratégie. Donc en fait, les questions auxquelles on tente de répondre, c'est qui sont ces gens, quels sont leurs enjeux, quelle posture ils ont dans l'organisation, quelles sont leurs attentes. Et à ce titre aussi, on apporte aussi des retours d'expérience, des statistiques et des interviews de décideurs clés de cette cible-là. Et la seconde, donc cette étude qu'on a réalisée ensemble sur cette relation un peu tumultueuse parfois entre les ESN et les DSI, elle résonne avec un certain nombre de problématiques dont nos communautés nous font part. Côté ESN, on entend beaucoup de questions sur comment défendre la valeur de son offre sur un marché qui est très concurrentiel, sur comment est-ce qu'on fait pour se positionner comme un vrai partenaire de la transformation de ses clients, plutôt que d'être un vendeur de CV ou ce vieux modèle de la régie. Et puis aussi, il y a un enjeu qui est important, c'est comment est-ce qu'on fait pour maintenir son activité. Je vous donne un chiffre, il y a 3 ESN sur 10 seulement qui nous confient prévoir un exercice 2020 stable ou en légère croissance. Et puis côté DSI, il y a un certain nombre de questions aussi qui résonnent, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'adjoindre l'expertise d'acteurs de confiance sur le marché, comment est-ce qu'on fait pour trouver des vrais partenaires, et puis comment est-ce qu'on fait comprendre aussi au marché qu'il y a un vrai besoin de conseil au-delà du sourcing de compétences. Donc en fait, de ces études-là, on en a tiré 2 constats qui lancent la conversation de ce soir. Le premier, c'est que les DSI évidemment ont changé. Le DSI aujourd'hui travaille plus seulement sur le legacy de son entreprise, c'est un business partner, et d'ailleurs leur posture, puisque 70% d'entre eux sont membres du comité de direction de l'organisation. Et le second constat, c'est qu'il apparaît nécessaire et possible de faire évoluer la relation que les ESN cultivent avec les DSI. En fait, il y a le premier chiffre, c'est que 93% des DSI ont déjà fait appel à une ESN. Donc, en fait, la première idée, c'est que ce tandem-là, il est incontournable. Et le deuxième chiffre, c'est que 30% des DSI s'estiment insatisfaits de la relation qu'ils ont avec leurs prestats. Donc, en gros, on est ici pour apporter des clés sur comment est-ce qu'on peut faire pour mieux cohabiter, pour mieux construire cette transformation. Et donc, du coup, pour rendre cet échange un peu plus interactif, on a donc souhaité donner la parole à des représentants de chacune des parties. Donc, vous entendrez des DSI et puis aussi des représentants de SN. Effectivement, c'est des données intéressantes, Alban, sur ce sujet. Donc, je ne me suis pas présenté effectivement tout à l'heure, je suis Laurent Marcelin, donc je suis journaliste pour Alliancy. Je vais poser quelques questions ce soir à nos invités, mais on est revenu d'ailleurs sur cette idée que c'est une relation incontournable de la transformation des entreprises aujourd'hui, et que ça fait pas mal d'années que sont pointés de part et d'autre des enjeux d'évolution des sujets. C'est peut-être d'ailleurs
la première question que je voulais poser à nos invités, c'est quelque part le regard qu'ils portaient l'un et l'autre sur cette évolution de la relation avec des DSI, avec leurs prestataires, et en particulier les ESN. Si on a vu malgré tout quelques éléments changer, ou si au final, après toutes ces années, c'est toujours les mêmes problèmes qu'on pointe. Donc je ne sais pas, Catherine, peut-être avec votre expérience du coup auprès de différentes entreprises, de différents secteurs sur ces sujets en tant que DSI notamment, quel regard vous portez aujourd'hui sur l'évolution de ce binôme DSI, ESN, tel que le portrait a été rapidement dressé par Alban en introduction? Pour moi, c'est un binôme et il est indispensable. Pourquoi? Parce qu'une DSI aujourd'hui, ça évolue très vite. Les technologies évoluent et bien évidemment, on ne peut pas, au sein d'une DSI, pouvoir embrasser toutes les demandes que nous font les métiers sur tout ce qui est nouvelles technologies notamment, et tout ce qui peut être apport effectivement de ressources supplémentaires. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas eu une grande évolution dans cette relation avec les ESN. L'évolution, pour moi, elle se fait du côté des DSI. Je constate une chose, c'est qu'aujourd'hui, on se parle. Moi, j'appartiens à des clubs de DSI femmes. J'appartiens à d'autres clubs où je vais avec Alliancy aussi. J'écoute ce qui se passe sur les réseaux et quand j'ai un besoin, je m'adresse directement à mes pairs. Et je dois dire que mon carnet d'adresses aujourd'hui dans les ESN, je suis extrêmement fidèle aux ESN qui ont fait effectivement un excellent travail. Quand je parle d'un excellent travail, c'est aussi une relation win-win qu'il y a entre l'ESN et le DSI. Aujourd'hui, on constate aussi qu'avec cette notion d'agilité, parce que les métiers se sont emparés de cette agilité en pensant qu'agilité, c'est rapidité, et ils demandent aux ESN oui, faites-moi au forfait, mais en agilité, vite, etc. Et donc, il y a un juste équilibre à avoir avec l'ESN entre cette notion de forfait et cette notion aussi de régie, où souvent aussi, quand ils passent en dehors de la DSI directement avec les métiers, on sent que ça se passe souvent mal parce que le métier confond ce forfait, cette régie, et donc c'est toujours un équilibre à avoir. Un changement qui a eu lieu, qui a été renforcé avec le cloud, oui, notamment avec le cloud, avec le digital, ça a été, je pense, ça a été pour moi multiplié par 10. Il y a beaucoup de SN qui ont court-circuité, malheureusement, les DSI, et de toute façon, in fine, à la fin, ça se passe toujours mal et on dit toujours à la DSI, allô maman bobo, j'y arrive pas. Donc, ça se finit toujours. Donc, je pense que c'est très important de garder toujours cette relation avec la DSI, cette relation de confiance, de transparence au sein au sein de ce rapport. Il doit rester un rapport de confiance en fait avec l'ESN. Et moi, je constate une chose, mais c'est peut-être aussi mon expérience. Je préfère les ESN à taille humaine, qui sont beaucoup plus responsives et qui sont des doueurs, plutôt que des grosses ESN où ils arrivent à 5 ou 6 avec la montre sur le bureau et avec 50 000 slides de PowerPoint que je déteste. C'est une manière, je ne comprends pas, et quand je fais un appel d'offres, je demande aux gens de venir sans PowerPoint. On va revenir effectivement sur… Dorian, ça va susciter des réactions, mais si vous voulez adresser des questions personnelles à Catherine pour réagir, n'hésitez pas à poser des questions-réponses, à aller sur le module QR. On va revenir effectivement sur ce qui gêne le plus, mais avant cela, Olivier, c'est vrai que quand on préparait cet échange, la première réaction, c'était de dire bon, c'est un vieux sujet finalement, quelque part, cette relation DSI-ESN qu'on regarde depuis longtemps. Du coup, par rapport à ce qu'a dit Catherine, cette notion qu'il y a quand même des clubs professionnels qui existent, ça s'est fédéré un peu autour des besoins, des discussions. Vous qui voyez les deux côtés du théâtre, quel jugement vous portez sur l'évolution de la relation? Oui, alors effectivement, c'est un vieux sujet. Et moi, je n'ai pas l'impression que ça ait beaucoup évolué finalement. Le contexte général a beaucoup évolué.
On le disait, les DSI, elles ont d'autres problématiques, elles vivent dans d'autres écosystèmes, mais finalement, le comportement, alors je vais faire un peu de généralité, hein, il y a toujours des gens qui sortent du lot, mais le comportement des ESN n'a pas beaucoup évolué. On a toujours, enfin moi, dans tous les contextes dans lesquels j'évolue, j'ai toujours le même problème, c'est finalement de leur demander d'investir sur la compréhension du contexte. Aujourd'hui, tout s'est complexifié, mais dans des proportions qu'on n'imagine pas. Moi, j'ai plus de 30 ans de carrière dans l'IT. Mon boulot s'est considérablement complexifié en termes d'écosystème à gérer, même la complexité même du système d'information. Et pour une ESN, aujourd'hui, pour qu'elle fasse son boulot correctement, enfin, de mon point de vue, ça lui demande plus de boulot que par le passé en termes de je dois m'efforcer d'avoir la meilleure compréhension possible de l'ensemble de l'écosystème de mon client. Et c'est un gros investissement. Je reconnais que c'est un gros investissement. Et ça, je pense que c'est toujours un problème. Ça l'était déjà un peu par le passé, mais c'était dans des environnements moins compliqués. Par le passé, une ESN, elle pouvait, je dirais, plus facilement se contenter d'avoir une vision un peu plus parcellaire de la problématique de son client et tout de même arriver à délivrer quelque chose de pertinent. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile. On le voit d'ailleurs quelquefois la posture qu'elles prennent en termes d'intégrateurs où elles ont de plus en plus de mal à s'engager sur vous voyez, un engagement sur le résultat de bout en bout, hein, parce que justement les écosystèmes sont compliqués. Alors, ça va écouter les représentants de SN, ils savent se mettre dans une posture d'écoute. Vous faisiez référence à des clubs professionnels où finalement s'échanger les besoins, les demandes, les recommandations. Si on invite un représentant de SN au sein d'un club de DSI comme ça, est-ce que pour vous il y aura un intérêt? Ah ben ouais, mais alors les clubs professionnels ont été créés pour ça, hein, pour faciliter, fluidifier un peu la relation et surtout pour essayer un petit peu de justement faire comprendre aux ESN quelquefois des choses qu'on avait du mal, des messages qu'on avait du mal à faire passer dans nos bureaux respectifs. Mais enfin, moi je les conseille quand elles interviennent justement dans ces clubs. C'est toujours le même problème. On a du mal à investir sur quelle est d'abord les problématiques aujourd'hui des clients avant de venir présenter sa technologie ou son savoir-faire, son expertise. Donc, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Et puis après, je suis d'accord avec ma collègue. Dans ce contexte qui s'est complexifié, il y a aussi une autre dimension qui apparaît, qui est le besoin d'agilité et de se remettre en question sans arrêt. Et là, enfin, la difficulté qu'on avait par le passé, qu'on a toujours, c'est quelque part, une fois qu'on est lancé sur quelque chose, si vous voulez, tout d'un coup se mettre autour de la table et se dire, bah, écoutez, on va casser un peu le modèle qu'on a mis en place pour le réadapter à ce qui est en train de se passer. Ça reste compliqué, hein, ça reste compliqué. Ouais. Même si elles ont plutôt bien réagi avec la crise Covid où il a fallu un peu se bousculer, mais ça reste quand même quelque chose de compliqué à faire. On va peut-être, Sylvain, poser la question directement à aux personnes qui nous regardent, d'avoir leur propre avis. Je crois qu'on avait la possibilité de faire un sondage extrêmement rapide, juste pour avoir un peu prendre la température sur ce vieux sujet. Est-ce que vous trouvez que notre conférencier peuvent répondre également au sondage? Ah oui, je peux répondre moi-même. Et vous, trouvez-vous que ces dernières années, la relation DSI-ESN s'est améliorée, détériorée? Toujours le même problème après toutes ces années? Et puis j'ai vu Catherine qui hochait la tête tout à l'heure hein, par rapport à l'intervention des ESN dans des cercles, donc tu pourras bien sûr réagir. Donc on est allez, vous êtes 35% seulement à avoir répondu, donc je vous laisse encore quelques secondes pour qu'on puisse partager les résultats. Pas entièrement. La question est rapide. Alors si vous êtes connecté sur iPhone ou Android, c'est peut-être plus compliqué de voter en ligne. Allez, en tout cas, il y a une forte tendance quand même. Allez, je vais mettre fin au vote et je le partage avec vous. Voilà, tu vois la réponse, Dorian? Voilà, 56%, toujours les mêmes problèmes après toutes ces années. J'avais évité faire la formulation de cette même façon, mais bon, au moins ça c'est clair. On a quand même cette notion qu'il y a un vieux combat sur lequel il y a pas
forcément de réponses simples. Je voulais vous faire réagir l'un et l'autre avant peut-être de prendre des questions et puis demander son avis à Alban. Catherine a commencé à dire finalement à quelque chose qui m'agace, c'est de voir finalement des grandes ESN arriver avec le principe de la marque pour une soutenance, à mettre la montre sur la table et à dérouler les slides, là où on attendrait de la proximité et de l'humain. Donc peut-être, alors une question qui est un peu piquante, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez être les pratiques à définitivement bannir pour améliorer finalement la relation? Qu'est-ce qui seraient les points qu'on écarte d'entrée de jeu? Je ne sais pas lequel veut lancer. Catherine. Moi, je veux bien. Effectivement, on l'a vu, c'est que le SN arrive, effectivement, alors quand c'est un projet en régie, bon là on choisit une personne, mais quand on est sur des gros projets au forfait, c'est d'abord qu'ils étudient un peu la société et qu'ils comprennent quels sont les pain points de la société pour mieux y répondre. Pour avoir été DSI à l'ESSEC, j'ai été peut-être un peu trop... les profs ont un peu trop d'étain sur moi, mais j'estime que quelqu'un qui vient faire une présentation doit maîtriser son sujet et n'a pas besoin de PowerPoint. Il y a à faire 50 000 slides et que ça doit être une interaction. Et je ne citerai pas les noms, mais je viens de choisir une ESN pour faire un audit BI chez nous. Et l'ESN qui l'a remporté, c'était les gens qui sont venus et qui ont respecté la charge contrat, c'est-à-dire je demande à ce que le jour de la présentation, il y ait l'équipe projet autour de la table parce que c'est avec eux qu'on va bosser. Et il y a eu questions-réponses alors que l'autre ESN qui était leader sur le marché est arrivé effectivement comme d'habitude à 5 personnes avec le mec qui arrive avec le monde sur la table et puis des personnes, excusez-moi, en costume cravate qu'ils n'ont jamais rien mis en place dans leur vie et on n'avait pas les doueurs qui étaient en face de nous. Et je crois qu'on est dans un temps aujourd'hui qui est extrêmement raccourci. Hein. On voit bien les frontières entre le SM, la DSI, etc. Et donc là, on a vraiment besoin d'aller direct to the point avec des doueurs. Voilà. Et aussi, le dernier point aussi qui moi, m'agace énormément, c'est au départ, je répondais, mais maintenant, je ne réponds plus du tout et j'en suis désolée parce que ce n'est pas dans ma nature, mais sur LinkedIn, bonjour Madame Croisier, nous sommes le SN, la meilleure du monde, etc. Enfin, excusez-moi, quoi. Stop. La demande de rendez-vous sur le principe du rendez-vous. C'est affreux, quoi. C'est affreux, quoi. Alors, Catherine, je vais revenir sur une question qui nous a été posée. Alors, j'ai dit tout à l'heure, à la fin, c'était 19h, c'est 19h30 à la fin du webinaire. Je me suis un petit peu emballé. Effectivement, un point sur lequel tu étais sensible notamment, alors, tu vas aborder, mais quelqu'un nous a demandé de développer ce que tu entends par l'impact des méthodes agiles sur les modes de relation avec les ESN. En fait, l'agilité, pour moi, l'agilité presque sur un projet avec une ESN, c'est presque de la régie. On doit partir en régie. On ne part pas au forfait. Pourquoi? Parce que l'agilité, au départ, on fait des sprints, on sait où on va, d'accord, bien sûr, parce qu'on a le périmètre. Mais l'agilité, elle engendre, c'est un joli mot, et il y a très peu de gens qui font la vraie méthode agile qui est extrêmement rigoureuse. Et il y a un mix-match entre des ESN qui arrivent, qui nous proposent de l'agilité, des métiers qui disent l'agilité, qui font d'agilité et rapidité, alors que l'agilité, c'est justement de la flexibilité. Et pour moi, hein, contrairement à ce qu'on imagine, c'est que quand on travaille avec une ESN et qu'on se décide de travailler sur un projet, mais vraiment en agilité, partons en régie, mais pas au forfait. Parce que c'est très difficile de partir au forfait en agilité et on sent des tensions aujourd'hui. Et c'est aussi aux DSI et aux personnes qui vont travailler avec le SN, c'est à trouver le juste équilibre parce qu'on peut critiquer le SN, mais à un certain moment, quand on voit que la demande dépasse ce qui a été demandé initialement, il faut savoir aussi à un moment donné faire le juste équilibre des choses et rallonger si nécessaire. Et Catherine, pour terminer la question, c'est est-ce possible de faire de l'agile et d'obtenir des formes d'engagement de résultats? Oui, bien évidemment. Parce que quand on fait de l'agile, on fait une feuille de route quand même. Hein. Quand on est en agile, on décrit le périmètre et c'est à l'intérieur du périmètre qu'on se peut permettre de jouer et d'avancer. En fait, pour moi, l'agilité,
on écrit un livre, on a écrit les grands chapitres du livre et c'est à l'intérieur des grands chapitres qu'on écrit l'histoire. Mais on sait très bien quel est le sujet de son livre, et on sait très bien où on veut et quel est le résultat à obtenir. Est-ce que c'est un livre, un roman? Est-ce que ça va être voilà, une enquête? Est-ce que ça va être un policier, etc. Donc, on a quand même le canevas de l'histoire. Donc, c'est après, à l'intérieur du canevas, qu'on peut se permettre d'être flexible. De remplir. Olivier, sur cette partie finalement d'engagement tout court auprès de l'entreprise, on a l'impression, et confirmé peut-être que justement face à la complexité, face aux sujets extrêmement transversaux, il y a certains acteurs qui ont plus de réticence à s'engager vraiment aux côtés de l'entreprise, à reprendre l'idée de, je ne sais pas si l'expression est encore d'actualité, d'avoir un destin commun finalement, etc. Est-ce que c'est des choses que vous voyez ou que vous constatez dans ces pratiques qui ont lieu ou qui évoluent? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais la question c'était qu'est-ce qu'il fallait bannir. Enfin, moi, le conseil que je donne aujourd'hui aux ESN, c'est vous conseillez à vos clients de désiloter pour être plus efficace dans des démarches transverses où chacun des acteurs a une meilleure connaissance de l'ensemble, mais faites la même chose. Oui. Et les ESN, ce que je constate, c'est qu'elles n'appliquent pas toujours les conseils qu'elles donnent à leurs clients. Je ne veux pas caricaturer, mais enfin, il existe encore beaucoup les silos classiques dans les ESN, les commerciaux d'un côté, le technique de l'autre, avec très peu d'interactions entre les deux silos. Et finalement, il y a une perte de valeur incroyable. Juste pour citer une petite anecdote, moi, il m'est arrivé de travailler pour une ESN. On travaillait sur du business développement. On essayait de comprendre pourquoi finalement on arrivait, l'ESN arrivait un petit peu à démarrer, puis après sur la durée, elle n'arrivait pas à transformer l'essai. Mais finalement, elle n'arrivait pas à transformer l'essai parce que la démarche était très silotée. Il y avait d'un côté des commerciaux qui discutaient avec les grands patrons, d'un autre côté des techniques qui discutaient avec les opérationnels. Tout ça n'était pas consolidé et une perte d'information finalement incroyable sur le contexte du client qui ne permettait pas d'aller plus loin. Et ça, c'est pas nouveau, hein, c'est assez classique, mais ça existe encore. Oui, beaucoup. Alors, effectivement, j'en profite pour. On a vu une question passer demandant s'il y aurait un replay de cette conférence. Il y aura un article sur aliency.fr qui reprendra effectivement la vidéo, l'enregistrement. Donc, aucun problème, que ça ne soit pas une raison pour vous de ne pas continuer à assister aux échanges et à poser vos questions, bien sûr. Peut-être juste pour bien comprendre. Face à ce silotage qu'il y a aujourd'hui dans encore de nombreuses ESN, il est où? C'est de constituer différemment les équipes? Est-ce qu'il y a un réflexe à avoir ou une bonne pratique à avoir systématiquement? Il y a plusieurs choses, ça se joue à plusieurs niveaux. Déjà, je suis complètement d'accord avec ce que disait Catherine tout à l'heure sur le fait que, déjà, dès le départ, il faut créer la Dream Team qui est une équipe transverse avec toutes les composantes et toutes les expertises qui vont bien, ce qui paraît évident, mais qui n'est pas toujours le cas. Et puis ensuite, il faut créer, investir sur la collecte d'informations terrain, l'analyser, passer du temps au niveau de l'ESN pour être finalement un vrai partenaire, une source de propositions, quelqu'un qui va être justement capable d'accompagner en comprenant bien. Ça se fait pas. Ça se fait. Rarement j'ai vu dans des ESN avec lesquels j'ai travaillé des processus vraiment bien formalisés, vraiment bien structurés sur la technique discute avec le commerce pour bien mettre à niveau le commerce sur un compte. Je l'ai rarement vu. C'est pour ça que je demande toujours à ce que l'équipe projet directement soit avec le commerce. Effectivement, peut-être Alban, après avoir écouté toute cette première remarque, est-ce que sur les travaux quantitatifs ou les quelques chiffres
que vous avez pu réunir, il y a des enseignements aussi sur ces pratiques finalement privilégiées ou à bannir, pour reprendre ce terme. Oui, alors sur les pratiques à bannir, en fait, moi je vais jouer un peu la synthèse là, mais il y a quelque chose qui transparaît dans votre discours à tous les deux, Catherine et Olivier, c'est de la nécessité pour les ESN finalement qui vous approchent de connaître leur sujet. Il y a une notion de langage qui est hyper importante là-dedans. Pour vous donner une stat qui ressort de l'étude qu'on a faite sur les DSI cette année, 54% des DSI sont issus d'écoles d'ingénieurs. Bon, j'ai rien inventé, hein, mais donc à part à peu près égal école généraliste, école informatique. L'autre moitié sont plutôt des universitaires, sauf que le profil des commerciaux, généralement, il ne vient pas de ce milieu-là. Et en effet, ce que vous dites est corroboré par une personne qu'on a interviewée qui s'appelle Didier Pollack, qui est le DSI du groupe Pénélope, qui nous dit que la confiance c'est important, mais qu'il il est hyper agacé quand il a un commercial en face de lui qui a juste un vocabulaire verni et qui n'a pas de capacité véritable à adresser des sujets techniques. Donc là, il apparaît peut-être que, en effet, la formation, Olivier, c'est ce que vous disiez, c'est une forme de formation finalement de faire cohabiter la technique et le commerce pour mieux les former aux enjeux des clients. Moi, je partage juste une petite anecdote aussi. Il y a quelques années, j'avais passé des entretiens pour un poste de business manager, comme ça s'appelle dans des ESN. Et j'avais été assez surpris parce que moi, j'ai un profil complètement business, je suis ingénieur de formation, etc. Et quand j'avais posé la question OK, mais comment est-ce que vous m'aidez à monter en compétence pour comprendre de quoi il s'agit je vais demain être amené à approcher des gens qui n'ont pas du tout potentiellement le même langage que moi, etc. On m'avait dit de l'ARH de me répliquer c'est pas grave, il suffit juste d'un vernis, vous allez avoir quelques buzzwords et puis vous allez vous en sortir. Bref, je voulais juste partager cette petite anecdote. Et puis après, il y a un truc aussi qui me paraît important de préciser dans tout ça. Donc, important de connaître son sujet aussi. Et puis, peut-être être capable d'aller à l'essentiel. Ce qui ressort des études qu'on a faites aussi cette année, c'est que on a sorti quelques stats. On a tiré quelques stats sur le nombre de personnes que les DSI sont amenés à encadrer en interne comme en externe, dans des PME, dans des ETI et dans des grands comptes. Donc, dans une PME, en moyenne, le DSI, il a 37 personnes sous sa responsabilité. Et on a 65 dans des ETI. Et en moyenne, dans un grand compte, une DSI, c'est 130 personnes. Évidemment, c'est une moyenne parce que des très grandes banques, par exemple, qui ont des DSI énormes, c'est beaucoup plus que ça. Mais là où je veux en venir, c'est que il est important, c'est que en fait, en tant que commercial, on ne peut pas perdre de temps. C'est-à-dire que le DSI, c'est quelqu'un qui est très sollicité, qui a énormément de chantiers par ailleurs. Si on veut avoir une chance de l'intéresser, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il faut trouver des cartes, j'en parlerai après peut-être, après la troisième question, mais trouver des cartes pour vraiment contextualiser, cibler et arriver au bon moment. Alors, merci en tout cas pour cet éclairage aussi, avec des anecdotes qui sont intéressantes. On a des ESN dans la salle, on va lancer la parole. Tu avais une petite question avant, effectivement, à poser, je crois, au moins, ça les fera réagir. Bon, l'idée, c'est pas de donner l'impression qu'on est dans le ESN bashing pour autant, c'est de faire du témoignage. Et surtout d'essayer de voir, et on va rentrer dans ce sujet-là, sur qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la relation. Donc n'hésitez pas à répondre. Oui, donc effectivement, qu'entendez-vous de la part d'un commercial de ESN qui connaissent finement les enjeux et les problématiques de transformation de mon entreprise, connaissent un large écosystème d'experts, qui n'utilisent pas tous les buzzwords. Donc je sais ce que Catherine va répondre déjà. Et ensuite, fort de ces quelques résultats, on va peut-être demander à quelques représentants de ESN oui, on va faire venir. Alors, je vais effectivement inviter à nous rejoindre dans la conférence si j'y arrive. Artus Guyard, Guy Mamoumani et puis Olivier Lafosse. On va faire venir tout le monde en même temps, comme ça sera encore plus dynamique. On voulait de l'interactivité. Donc, 2 ESN et un DSI. Et puis Olivier qui est représentant, qui est un autre DSI. Donc Artus, je vais effectivement t'inviter à revenir en tant que conférencier. Donc ça devrait, il faut que tu actives ta caméra. Guy, pareil. Comme ça, vous allez pouvoir nous dire
ce que vous avez pensé des remarques qui ont été faites par Catherine et Olivier jusqu'à présent, si vous vous y reconnaissez, et pour vous, si vous avez des exemples finalement des transformations, des efforts de transformation qui ont été faits dans vos organisations pour améliorer cette relation SNDSI, pour la rendre plus productive, que ce soit en matière de relations commerciales, en matière de relations clients sur le long terme notamment. En attendant de retrouver ma souris que j'ai perdue, je te laisse partager les résultats. Donc on voit qu'effectivement on attend principalement aux 3/4 des personnes qui ont pris le temps de répondre qu'un commercial connaisse finement les enjeux problématiques de transformation d'entreprise. Pas de surprise. Bonjour Olivier, bonjour Guy, merci de nous rejoindre. Guy, justement, alors je vais vous laisser vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas, et on a eu l'occasion d'échanger cet été sur ce sujet de l'évolution de la posture commerciale des ESN dans un contexte de crise, etc. Donc je vais peut-être vous laisser réagir avant de donner la parole à nos autres invités. Bien, merci beaucoup pour cette invitation, et puis je suis très content de participer à cet échange parce que ça commence très fort, je trouve. J'ai pas mal de choses à dire déjà. D'abord, je m'appelle Guy Mamoumani, je suis le coprésident d'Open, qui est une ESN de 3600 personnes. Alors, je sais pas pour Catherine ce que ça veut dire petite, moyenne ou grosse ESN. J'ai toujours l'impression, moi, d'avoir une petite ESN. Je sais pas, ça doit être issu de notre histoire. Oui, j'ai été président du Syntec numérique de 2010 à 2016 et vice-président du Conseil national du numérique de 2016 à 2017. Et juste en parenthèse, je suis l'initiateur d'un mouvement qui s'appelle Jamais sans elle, où je ne participe jamais à une conférence s'il n'y a pas au moins une femme. Okay, ça, c'est là, ça va on est ce soir. J'ai fait attention. Voilà. Alors, ce que je voudrais vous dire, et c'est pour ça que je dis que je commence très fort, c'est que tout ce que vous avez dit, en particulier Olivier et Catherine, correspond exactement à la motivation de la transformation du terme de SS2I en ESN. Parce que, alors ça m'a fait très plaisir de voir qu'on n'employait que le terme de ESN, mais je voudrais vous rappeler que ça a été initié donc sous ma présidence, dans les années 2013-2014. À l'époque, j'avais été très critiqué parce qu'on me disait que ça ne s'imposerait jamais, que c'était un coup marketing qui consistait à changer le mot SS2I en ESN, en quelque sorte non-voyant pour un aveugle, et que ça ne correspondait à rien. Or, dans notre esprit, puisque c'est toute une équipe, tout un collège qui avait travaillé cela, on voulait absolument sortir de tous les travers que vous avez évoqués. Alors, ça n'a pas dû être complètement réalisé encore, j'imagine, mais en tout cas, il faut que vous sachiez qu'il y a une vraie compréhension de tout ce que vous avez évoqué pour être le chemin. Et même si encore aujourd'hui, vous avez beaucoup de SS2I dans leur comportement qui ont pris le nom ESN parce que ça fait quand même mieux, c'est évident que ça ne peut pas durer. Non. Alors, je vais vous dire 2-3 choses qui ont motivé cette transformation et qui vont rejoindre exactement ce que vous avez dit. D'abord, le business model de la SS2I, qui consistait à fournir de la ressource sans engagement, était condamné. Pour une raison simple. J'ai la chance, entre guillemets, d'être dans ce métier depuis à peu près 30 ans, 35 ans. Il y a l'indice Syntec des salaires qui augmentent régulièrement, et c'est tout à fait normal, de 2-3% par an. En même temps, les prix, eux, à la journée, n'ont pas augmenté. Donc, si vous avez une fourchette qui va aller, je vois Catherine qui fait la moue, mais je peux malheureusement vous dire, Catherine, comme je suis beaucoup plus âgé que vous, que moi, quand j'ai commencé, la journée… Flatteur et visionnaire, Guy. Flatteur et visionnaire. Donc, quand j'ai commencé, donc c'est dans les années 85, on facturait 3 500, 4 000 francs par jour, ce qui correspond à peu près à 450, 500 euros au jour, qui est la moyenne aujourd'hui. Donc, ça n'a pas augmenté, il faut le savoir. Et pour une raison très simple, c'est qu'il y a, et ça c'est quelque chose qui, alors là je vais mettre c'est le caillou dans la chaussure des DSI, c'est qu'il y a eu une prise de pouvoir des directeurs d'achat dans la relation
avec les SS2I, j'emploie le terme volontairement, avec les SS2I, qui a fait que, au lieu de parler de la valeur, on a parlé du prix. Et ça a été un très gros problème qui a conduit les SS2I finalement à cette fourchette infernale, hein, qui est entre les salaires qui augmentaient et des prix qui restaient stables. Donc il fallait sortir de là. La deuxième motivation, alors là je vais rejoindre ce qui a été dit, c'est en effet le fonctionnement de la SS2I devait changer. Cette histoire de commerciaux qui n'y connaissent rien et de techniciens qui sont là comme ça, passifs, en train d'attendre qu'on leur trouve une mission, ça ne peut plus fonctionner, ça ne répond plus à l'attente des clients. Donc il fallait changer de mode de fonctionnement, changer d'organisation. Les silos dont a parlé Olivier sont absolument nécessairement à faire disparaître. D'ailleurs, par exemple, chez Open, on a créé ce qu'on appelle des squads, hein, qui sont totalement transversales par rapport à l'organisation traditionnelle, région, pays, région, BU, agence. Hein. Donc, on veut absolument casser ces silos parce que ce n'est plus l'attente de nos clients. L'autre point que je trouve que vous avez totalement sous-estimé et qui a été une des très fortes motivations, c'est que 40% des budgets informatiques sont maintenant dépensés hors DSI. Par conséquent, la SS2I qui s'adresse au DSI pour lui vendre de la régie ou en tout cas des prestations sans engagement devenait presque marginalisée parce que de l'autre côté, vous aviez la transformation numérique qui arrivait, et là je vais totalement rejoindre Olivier, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à expliquer à nos clients qu'il faut se transformer, que le numérique est une révolution, qu'ils ne peuvent plus travailler dans le même business model ni dans la même organisation, et ne pas se l'appliquer à soi-même, c'est quand même absolument ridicule. Donc il a fallu changer sa propre organisation aussi pour pouvoir s'adresser au métier, puisque je pense que c'est l'avenir, et là c'est quelque chose que je dis depuis plusieurs années au DSI, et aussi bien d'ailleurs au métier, il faut que vous fonctionnez ensemble. Vous êtes obligés, vous avez le même objectif maintenant, qui est la transformation de votre entreprise, et l'un ne va pas sans l'autre. D'ailleurs, combien de fois j'ai dû défendre la position des DSI pour rejoindre ce qu'a dit Catherine, c'est-à-dire avec des métiers qui disaient non, les DSI, ils ont leur boîte noire, ils vont nous empêcher de fonctionner, on va travailler, on va faire notre petit projet tranquille, et puis on leur balancera ça pour qu'ils le mettent dans le système d'information. Et on sait très bien ce à quoi ça aboutit. Et donc, il est très important que les métiers apprennent à travailler avec les DSI, mais aussi, comme je l'ai dit souvent quand je suis invité auprès de DSI ou à Opio, il faut que les DSI se bougent aussi. Hein, elles ne restent pas comme ça, avec leur boîte noire, en expliquant qu'on ne peut pas faire ça parce qu'il n'y a pas la sécurité, on ne peut pas faire ça parce qu'il n'y a pas la disponibilité, que les métiers, ce sont des irresponsables, bref. Donc, il y a... Et là, d'ailleurs, l'ESN peut jouer un rôle de coordination, d'aider à cet échange, parce que justement, c'est un échange dans l'intérêt de tout le monde. Et d'ailleurs, mon ami Jean-Paul Mazoyer, qui est le directeur, enfin, à l'époque, il était DSI du Crédit Agricole, maintenant il est revenu là, dans ces types de fonctions, et c'est intéressant parce que lui, il a même proposé au SIGREF de faire le pendant de SS2I en ESN, de DSI en DSN, hein, pour justement faire évoluer la position du DSI. Et pour finir, j'ai été un peu long, pour finir, ça implique aussi dans le SN un changement de comportement par rapport à ses collaborateurs. Hein, c'est-à-dire que le fameux intérim déguisé, marchand de viande, tout ça a fait un mal fou à notre métier. Et donc, il fallait saisir l'opportunité de la transformation numérique pour justement changer totalement la responsabilité que les ESN peuvent avoir par rapport à leurs collaborateurs. Et d'ailleurs, je ne sais plus qui l'a dit, et ça c'est très intéressant à ajouter, je trouve que pendant la période du Covid, on a vu finalement apparaître que les ESN ont joué un rôle très responsable vis-à-vis de leurs collaborateurs, et c'est quelque chose dont ils sont très reconnaissants. Voilà, c'est un peu long, excusez.
Merci pour le témoignage et les exemples, effectivement. Artus? Sylvain? Oui, Artus, si tu veux apporter ton éclairage également. Oui, bien sûr. Regarde, Bonjour à tous. Donc, moi, je vais apporter un petit éclairage aussi. On est présent donc à Paris et à Montréal. Donc, il y a le côté aussi nord-américain, puis post-Covid, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait exactement concrètement? Donc, on a choisi en fait de réorganiser nos ventes, où on va positionner les ventes plus dans un rôle de support. Et ce sont ce qu'on a appelé des client partners, donc qui sont des gens qui sont plus seniors et qui vont avoir les mains en fait dans l'exécution de projets, qui sont en charge de développer les relations finalement avec nos clients à partir du début. Donc, une des raisons principales, c'est le manque de temps. Puis Alban nous a donné des statistiques. C'est effectivement aussi, surtout en ce moment, un élément qui est paradoxal, car bien qu'on travaille à distance et virtuellement pour la plupart d'entre nous, ça se traduit par un manque de temps parce que tous nos meetings finalement sont back-à-back. Puis on observe aussi une hausse du stress dans les vies personnelles, mais aussi dans les vies professionnelles. Donc, en considérant tous ces éléments, finalement, ce qui fait apporter, c'est de la valeur dès le départ. Puis la valeur, c'est important. Et dès les premières conversations, il faut être capable de parler, et de un, des vrais défis, et de deux, des vrais challenges. Donc, être capable, en fait, d'avoir des discussions avec des DSI ou d'autres, on va dire, parties prenantes qui ont déjà vécu des situations similaires, va apporter beaucoup plus. Et ça va avoir un effet exponentiel. Ça, c'est la première chose concrètement depuis, on va dire, la mi-août qu'on a mis en place et qui a réellement porté ses fruits. Et mon deuxième et dernier point, c'est il faut être un peu plus à l'écoute. Donc, je parle de, quand on dit un peu plus à l'écoute de nos clients, puis on l'a entendu, c'est comprendre comment on peut intervenir sur des problèmes précis. Donc là encore, on enlève le vernis, on parlait de vernis tout à l'heure, puis on va oublier les grandes approches, on oublie les grands concepts, on n'est pas là pour aller vendre des contrats de millions d'euros à gauche à droite. Il faut savoir que surtout post-Covid, on est dans un monde beaucoup plus incertain, où on est dans le court terme, voire très court terme. Donc il faut comprendre comment on fait pour aider nos clients, pour régler des éléments plus tactiques à très court terme. Donc on va rentrer dans un mode un petit peu chirurgical, si on veut. Alors, je vais rebondir Arthur, sur cette remarque parce que une question qui nous est posée, mais qui fait évidemment écho, qui fera la transition avec Olivier. Parce qu'en gros, comme dit Catherine, quand on cherche à se faire aider au sein d'une SI ou qu'on fait un appel d'offres ou qu'on veut consulter, donc la question qu'on me pose, c'est comment on fait quand on est petit acteur, qu'on n'a pas le PowerPoint, qu'on ne va pas faire du LinkedIn et qu'à un moment donné, la porte elle est quand même difficile, surtout en distancié aujourd'hui. Donc, Catherine a peut-être une réponse, mais je vais laisser la parole à Olivier pour réagir. Donc, bienvenue avec nous, Olivier Lafosse. Donc, Olivier, je peux peut-être compléter ta présentation par toi-même, parce que tu as une actualité récente quand même encore, ça fait quelques mois. Mais... Ça fait 2 mois, ça fait 2 mois. Alors, on ne t'entend pas beaucoup là, pardon. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux oui, comme ça? Mieux. Ok, c'était passé de l'autre côté, pardon. Donc, Olivier Lafosse, oui, effectivement, une actualité d'il y a quelques mois, puisque je suis récemment donc le DSI adjoint national de l'INRAE. Après, effectivement, avoir eu 2 temps dans ma carrière, un passage en industrie pharmaceutique, en particulier dans ce début de carrière, donc dans le privé, et puis dans les collectivités territoriales pendant une quinzaine d'années aussi, où j'ai été DSI de différents départements en métropole. Donc oui, la donne, elle a changé. Et j'ai entendu tout à l'heure Guire nous rappeler que oui, le DSI doit se bouger, il doit changer. On se plaint tous, j'assume et je plaide coupable sur le fait que oui, je pense que la situation, elle n'a pas tant évolué que ça ces dernières années entre les ESN et les DSI. Ce n'est pas tant la faute des ESN, c'est aussi la faute des DSI. Et je pense que c'est un vrai enjeu que le DSI, il se bouge et il se repositionne. Alors, on est tous ambitieux, on veut tous être business partner. Faut l'être vraiment. Ça veut dire qu'il faut changer le logiciel. Là. Il faut que le mindset il bouge. On doit vraiment être à l'écoute. Donc là, nouveau contexte, mais finalement une vraie continuité, enseignement-recherche en tant que tel. Donc, c'est quoi le business? C'est de la valeur qui a été dit. Il faut créer de la valeur de suite. On n'a plus le temps d'attendre un certain nombre de concepts qui viendraient nous apporter une certaine science et on prendrait des prestataires qu'on viendrait utiliser pour staffer nos équipes. Après, on les critiquera de vendeurs de bétail.
Non, on veut tous créer de la valeur. Ça, c'est vraiment un élément majeur et de la valeur pour le business. Donc, il y a aussi cette recherche de sens qui est derrière. Je crois que dans les ESN et dans nos équipes, c'est des humains dont on a besoin parce qu'après, on doit mettre des robots. Donc, le vrai enjeu pour moi, là, depuis un certain nombre d'années et encore plus sur cette nouvelle mission que je prends, c'est repositionner la DSI sur le business et peut-être utiliser les ESN sur deux aspects. L'un, sur le legacy. Si on pouvait se débarrasser du legacy, ça serait pas mal quand même. Donc, s'appuyer sur des prestataires qui viennent nous suppléer par rapport à ça, puisqu'en interne, on est vraiment dans une restriction de ressources extrêmement forte et on doit se recentrer sur le business et donc peut-être se délaisser d'un certain nombre de choses que des ESN peuvent prendre à nos côtés, avec des éditeurs aussi qui peuvent vraiment travailler sur ces questions-là. En écho, Olivier, j'ai une question parce que tu pourras peut-être compléter aussi. On me dit aujourd'hui, est-ce que les DSI ont vraiment le choix de leurs prestataires et de leurs ESN encore aujourd'hui dans le cadre de la collaboration pour les achats? Pour les achats, moi, je l'ai toujours eu. Donc, je n'ai pas le sentiment d'être sous contrainte par rapport à ça. C'est une marge de manœuvre qu'il faut se donner. Moi, je ne vais pas jouer les prétentieux, on se bat tous avec ça. Mais le job, ce n'est pas d'arriver et de se dire on me donne des marges de manœuvre. Les marges de manœuvre, on ne les a pas au départ. Il faut gagner la confiance, il faut gagner la crédibilité, il faut démontrer sa valeur aussi. Et l'acheteur, c'est mon meilleur ami. Parce que dans cet équilibre de relations, alors on a cité les commerciaux, ils ont été formés à tirer un certain profit dans cette relation, ce qui est légitime pour la viabilité de l'entreprise. Il faut qu'on apprenne à travailler en écosystème. Le DSI qui est patron d'une boîte noire, pour ne pas dire le prétentieux patron de la maison, en fait, sans le dire, et qu'il veut diriger un petit peu les choses comme il l'entend, c'est fini ça. Le DSI, c'est un coordonnateur, c'est un facilitant, c'est quelqu'un qui fait monter son équipe, mais qui travaille en écosystème. Alors, je sais que chez Alliancy, tout le monde est très attaché à ça. Je ne vais pas vendre tes argumentaires en tant que tel, mais j'en fais mien. C'est un vrai enjeu aujourd'hui d'être un faiseur d'écosystème et un développeur d'écosystème. Olivier, je vais rebondir là-dessus et Catherine sera d'accord aussi, je le sais. Mais en fait, c'est important que l'écosystème des prestataires comprenne cette évolution de posture. Et quand vous exprimez le fait que vous êtes en attente de valeur ajoutée, c'est aussi en attente d'une ouverture d'écosystème, de valeur, d'expérience. Et c'est ce qu'on reproche, on l'a tous constaté, c'est que l'évolution de la posture du commercial, et Arthus donne son exemple, c'est que le commercial devienne lui-même un activateur d'écosystème, interne, externe, lui aussi un orchestrateur de relations. C'est ce qui vous intéresse en fait. Catherine, tu voulais réagir ? Oui, je veux réagir parce que on a besoin de valeur business aussi, mais attention, aujourd'hui, le choix d'une ESN, si on est vraiment dans l'esprit agile, c'est pas le DSI qui décide, c'est pas la direction achat, c'est la squad métier, la squad autour du projet, c'est-à-dire qu'il y a le DSI autour du projet, il y a le métier, il y a l'ensemble des acteurs qui, moi j'aime bien que l'ensemble des acteurs choisissent en intelligence collective, l'ESN qui va être choisi pour faire le projet. Et je pense que c'est là aussi que c'est hyper important qu'il y ait une décision qui soit collective. Après, pour rebondir une dernière fois, notamment sur le sujet de l'enquête qu'on a eu tout à l'heure, le problème dans les ESN, excusez-moi, je vais faire une image avec le parfum. Quand on choisit un parfum, c'est pour son odeur, c'est pour le jus et c'est pas pour l'emballage et la bouteille qu'il y a derrière. Donc, quand on a une ESN aussi qui viennent nous proposer un projet, on fait attention aux audits, à tout l'emballage qu'il y a autour qui va vous faire gonfler à 4 fois la facture, alors qu'on peut aller effectivement straight to the point dans la valeur business. Dorian, on a eu des réactions intéressantes, mais on peut peut-être effectivement rentrer dans le vif des conseils et d'opérations. Effectivement, mais il y en a déjà pas mal qui ont été donnés. Je propose à nos invités de rester avec nous s'ils voudront réagir. Mais donc l'idée, c'est de rentrer dans une. On est un peu en retard, mais ça c'est pour une fois. Il y a pas mal de leviers opérationnels qui ont déjà été donnés finalement
nos différents intervenants. Donc, on va peut-être essayer de synthétiser ce qui leur paraît le plus important aujourd'hui à mettre en place pour préparer la suite, on va dire, hein, au-delà de ces remarques. Peut-être Olivier Dersch, si du coup il y a deux Olivier, donc je précise, Olivier Dersch, si des leviers opérationnels ou des choses très concrètes qui vous paraît urgent à mettre en place, préparer pour attaquer. Moi, très rapidement, d'abord, je voudrais rebondir sur peut-être un mythe. Hein. Enfin, j'ai travaillé pour beaucoup de grandes structures. Je ne connais pas un seul directeur achat qui se permettrait d'imposer au DSI sa liste préférée de SN. J'en connais pas un seul, parce que normalement, si c'est un bon professionnel, il finira toujours par dire finalement c'est quand même le métier qui a le dernier mot, et finalement c'est le DSI qui a le dernier mot. Hein. Et donc je rebondis là-dessus pour dire que l'intérêt pour l'ESN, c'est vraiment d'investir sur et j'ai toujours eu un petit problème à comprendre tout au long de ma carrière sur. On me disait, tous mes partenaires me disaient, c'est très coûteux d'aller chercher un nouveau client. Et donc, quand vous en avez un, mais enfin moi en tout cas en tant que client, j'ai souvent été frustré parce que je trouvais qu'ils n'investissaient pas sur mon problème un peu spécifique, qui sortait un petit peu de ce que je leur avais commandé, mais sur lequel ils auraient pu investir pour gagner ma confiance, et pour changer complètement la relation, et en tout cas pour capitaliser sur le business qu'ils étaient en train de faire avec moi. Et ça paraît encore une grande évidence, hein, vous savez, mais finalement, moi, je me rends compte que le monde change, mais les évidences, elles restent d'actualité. Et donc, le conseil premier que je dirais, et par rapport à ce que je disais en préambule, dans un contexte qui est encore plus complexe, beaucoup plus complexe qu'auparavant, il faut vraiment investir. Alors, il y a une réalité business derrière, hein, je veux bien le comprendre, mais investir pour améliorer cette compréhension du contexte et cette capacité à bien accompagner. Et on l'a vu d'ailleurs, juste deux, trois petites choses, je reviens là-dessus. Les entreprises qui se sont fait aider pendant, par exemple, une crise ransomware par leur ESN, qui ont investi sans trop poser de questions, hein, sans envoyer le commercial en disant bon, on va d'abord investir et puis on verra après. Ou les mêmes qui ont aidé pendant la crise Covid, je peux vous dire qu'elles ont du retour sur investissement. J'allais dire, rassurez-moi, vous avez quand même eu dans votre expérience parfois cette expérience d'entreprises qui cherchaient à comprendre et qui débloquaient et qui allaient permettre derrière de faire grandir la relation. Écoutez, au risque de décevoir, moi j'ai travaillé avec des grands SS2I, des grands acteurs du marché qui étaient sur des gros contrats et qui avaient beaucoup de réticence à un moment donné à dire ouais, on va investir un peu pour aller un peu plus loin dans la réflexion et puis pour essayer de faire mieux. Non, ce n'était pas aussi évident que ça. Donc, par rapport à votre tour de table et l'éclairage, on pose la question donc, quel est le bon positionnement d'une ESN, spécialiste ou généraliste? Je vois souvent des clients démarrer avec des projets avec des généralistes et finalement faire appel à des spécialistes. Je pense que vos éclairages ont donné un peu aussi partiellement une réponse. Dorian, on va peut-être effectivement aller vers oui, alors on va voir, comme tu le disais, on va avoir l'occasion de poursuivre les échanges pour ceux qui ont encore un peu de temps et qui veulent rester. Alban, peut-être pour une rapide conclusion, en tout cas, de ce qu'on a à ce jour compris, et s'il y avait un moyen de synthétiser déjà des conseils clés qui paraîtraient possibles d'actionner directement, avant peut-être de passer à d'autres questions. Oui, alors en effet, il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà. C'est un peu difficile de faire le tri. Moi, j'apporterai quelques compléments quand même parce que j'entends. Hop, j'avais. Oui, je te perturbe parce que je lance sur la. Ouais, tu interviens sur les spectateurs. Enfin, êtes-vous optimiste sur l'amélioration de la relation ESN-DSI dans le contexte de la crise? Ce qui va effectivement on parlera des résultats après. Massivement, il y a quand même beaucoup de oui. Je ne fais pas de secret. Bon, je vais arrêter parce que vous êtes unanimement, on est à 80% pour oui sur l'optimiste, donc c'est quand même génial. Donc, enfin, qu'on améliore les points de rencontre, mais partager les résultats, voilà. Donc, ça va aussi étoffer ta conclusion, Alban. Ouais. Moi, j'entends pas mal de choses, mais
je voudrais compléter sur un point. En fait, dans ce que dit un peu tout le monde, il y a une notion de bon sens en termes de posture commerciale qui est finalement de s'intéresser un peu à son client, de le comprendre, etc. Moi, ce que je vois, et donc si je le ramène par rapport à ce que nous, on rencontre chez nos clients et ce sur quoi on intervient, c'est que dans l'approche commerciale, il est important, il est nécessaire de construire une approche ciblée. Je crois que c'est Catherine tout à l'heure, vous en parliez. Je ne sais plus qui a mentionné ce point-là, mais les DSI ont tendance à marquer un certain agacement devant des séquences de prospection qui sont mal conduites, qui ne sont pas contextualisées. Donc, évidemment, il apparaît nécessaire de sortir de la prospection de masse. Et il y a un principe de base, c'est que plus la prospection est ciblée, plus elle a de chances de faire mouche, puisque moins il y a de personnes dans une cible, plus on a de chances de cerner les enjeux de la personne et de savoir y répondre. Il y a un enjeu hyper basique là-dedans, c'est prospecter un DSI dans une PME du secteur pharma qui emploie 150 personnes, c'est pas la même chose qu'adresser un DSI d'une grande banque. Les enjeux sont différents, la posture est différente, etc. Donc, évidemment, il est nécessaire de construire des approches adaptées. Pour se différencier et du coup aussi pour construire une approche adaptée, Olivier, vous disiez qu'il fallait investir dans la connaissance ou dans la compréhension du client. Donc ça peut se faire déjà quand vous avez un client acquis, c'est-à-dire que par le biais des équipes qui sont sur place ou des commerciaux qui vont aller se balader un peu, serrer des louches chez le client, vous allez améliorer la connaissance que vous avez de ces enjeux et du contexte. Nous, on propose aussi de voir un peu plus large, c'est-à-dire d'utiliser différents signaux pour engager des gens. Ça va être par exemple des signaux liés à l'entreprise. Donc en fait, on va conseiller par exemple de suivre la presse beaucoup, de s'intéresser aux changements structurels d'une boîte, parce qu'au-delà de l'appel d'offres technique sur une compétence ou quelque chose de vraiment précis, c'est important quand on est commercial de savoir que, par exemple, il y a de la croissance externe, il peut y avoir des levées de fonds, il peut y avoir des projets marketing, que tout ça, ça peut influer aussi sur des projets digitaux ou sur des projets IT. Mais évidemment, intervenir auprès de quelqu'un en sachant qu'il y a un appel d'offres, c'est déjà une clé qu'a priori on ne sait pas trop tromper. Mais il y en a d'autres, des canaux, des opportunités de rebond. Ça va être par exemple rebondir sur la nomination de quelqu'un, sur le départ d'un décideur dans l'entreprise. Et puis, il y a aussi quelque chose que vous disiez, je crois que c'était vous, Catherine. On sent que, vous parliez de vos pairs, on sent que la recommandation, c'est quelque chose d'assez important. Oui. Ça, c'est pas forcément facile à activer, mais avec des outils assez simples, finalement, on peut cartographier le réseau des gens et savoir un petit peu comprendre dans quel écosystème ils évoluent. Et puis, je voudrais aussi compléter un petit peu ce que vous disiez, Guy. Vous parliez un petit peu de cette ornière de guerre des prix, régie versus forfait, etc. C'est ce qui transparaissait un petit peu dans les discours aussi. Plutôt sous une forme de point d'interrogation, mais est-ce que, parce que vous avez parlé à plusieurs, vous avez mentionné ça, vous disiez que finalement le rôle de l'ESN, c'était peut-être aussi d'accompagner les DSI dans le positionnement au sein de l'entreprise, c'est-à-dire que les projets, en effet, ils ne sont pas forcément tous portés par le DSI. Moi, j'avais une stat là-dessus, je crois que c'est oui, dans 50% par la DSI, on a dit, Guy. Ouais, c'est ça. Et dans l'étude qu'on a faite ensemble, Sylvain d'ailleurs, en fait, les DSI nous expliquaient que dans 57% des cas, ils se positionnent comme un leader dans l'élaboration de la stratégie numérique, mais dans le reste du temps, ils jouent un rôle de partenaire ou de conseiller. Donc, au-delà du fait que le commerce et le SN peut-être a un rôle de faire évoluer, d'aider le DSI à faire évoluer cette posture et à le faire un petit peu rencontrer ses homologues, etc., même si ça peut paraître assez dingue. Moi, je me demande aussi si ce n'est pas nécessaire, si on veut défendre une proposition de valeur, si on veut adresser les enjeux du client, est-ce que ce n'est pas nécessaire aussi de rehausser un petit peu le niveau hiérarchique des interlocuteurs que les commerciaux adressent? Et là, il y a une espèce de vieille chimère ou de vieille dichotomie entre ce que nous disent les patrons ou les associés de SN et ce que nous disent les commerciaux. Quand on parle, en ce qui me concerne, moi, quand je parle à des patrons de SN, généralement, en effet, on nous dit, oui, on aimerait bien que nos commerciaux adressent les DSI, qu'ils adressent aussi les métiers. Et puis, dans la réalité du terrain, en fait, on se rend compte que les commerciaux, ils parlent encore beaucoup aux chefs de projet et aux leads techniques.
Donc, en gros, moi, si je devais synthétiser les recommandations un petit peu complémentaires, ce serait la nécessité de cibler, de connaître son sujet, de se différencier, de s'intéresser à son client, et puis peut-être aussi d'élargir un peu le spectre des interlocuteurs que les ESN ont l'habitude d'adresser.